La situation politique en République démocratique du Congo ne cesse de faire couler encre et salive. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous pour une nouvelle fois à votre émission. Merci de nous recevoir chez vous, votre rendez-vous du lundi au vendredi. L'entretien, comme vous le savez, nous recevons pour vous différentes personnalités de la République démocratique du Congo. Question de parler de la nation, mais également échanger sur leur personne, ce qu'ils ont réalisé, ce qui contribue en termes de l'avancement de notre belle et chère nation. Pour ce nouveau numéro, nous avons reçu pour vous quelqu'un de bien, quelqu'un que vous connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, ça sera une occasion pour vous de découvrir. Il s'appelle Bienvenu Matumo. Il est parmi les figures emblématiques du mouvement citoyen La Lucha. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes à Goma, ça fait déjà combien de temps? Je suis à Goma depuis dimanche dernier. Je suis venu voir ma famille et aussi faire mes recherches comme je suis chercheur. Chercheur, Bienvenu Matumo, figure emblématique de la lucha. Ça fait quelques semaines, la toile congolaise avait bougé sous le rythme de votre nom. Nous avons vu des vidéos où on vous a roulé de coups par la police. Militant de la lucha, comme je viens de le dire tantôt, à part cela, qu'est-ce que l'on peut retenir de vous? Bienvenu Matumo, chercheur, ça c'est un nouveau élément que nous retenons également sur votre personne. Qu'est-ce que l'on peut savoir de plus sur Bienvenu Matumo? Alors, je suis d'abord ingénieur agronome formé à l'Université de Goma, ici dans la ville. Je me suis fait recruter à l'École nationale d'administration à Kinshasa 2014. Et de là, je vais finir la formation. J'ai décidé d'aller découvrir notre monde universitaire. C'est comme ça que je suis parti en France pour faire la géographie. Je fais la géographie. Je fais aussi un master en sciences politiques à l'Université Paris 1 Sorbonne. Et après, aujourd'hui, je conduis une thèse de doctorat sur le processus urbain, le processus de développement urbain de la ville de Goma. Donc, ce qui fait que je sois aussi à Goma, entre autres, pour mener ces recherches-là. Goma recherche, mais on retient de vous votre casquette la plus brillante, si on peut le dire de cette façon, c'est parcours, c'est militantisme au sein du parti, au sein du mouvement citoyen La Lucha. Oui, j'avoue, j'ai conscience de cela que je suis d'abord connu comme militant de La Lucha, parce que j'ai une trajectoire assez riche en termes d'action et de propositions, ou alors de dialogue sur les réseaux sociaux pour défendre les idées de Lucha, mais aussi les actions de Lucha. Ça a commencé comment? Parce qu'aujourd'hui, certainement, je dois vous le dire, j'ai déjà eu à échanger avec plusieurs de vos collègues de ces mouvements citoyens. Comment vous faites pour accepter tout cela? Vous vous faites tabasser, la motivation, qu'est-ce qui vous passionne pour accepter cela? Ce qui nous passionne, c'est d'abord le Congo. On est passionné du Congo, on voudrait que ce Congo soit mieux gouverné, on voudrait que ce Congo appartienne aux Congolais, c'est-à-dire dans ce pays dans lequel tout citoyen devait avoir accès à la justice sociale, à la dignité humaine, dans lequel tout citoyen devait être libre de s'exprimer. Tout citoyen devait être libre de mettre ses opinions, à la fois politiques, religieuses, philosophiques, sociales, économiques, scientifiques, sans être réprimé. Donc c'est un état de droit pour lequel nous nous battons. C'est aussi le fait que nous voulons que notre constitution soit respectée, ce qui a fait que nous avons mené une campagne assez forte en 2015 et 2018 pour faire respecter la constitution. À l'époque de Kabila, empêcher que Kabila se représente, empêcher qu'il modifie la constitution et naturellement empêcher que les candidats qui étaient son dauphin puissent gagner les élections. Donc c'était ça aussi, c'était parmi les objectifs, empêcher que son dauphin. C'était parmi les objectifs. Qu'est-ce que vous avez eu contre son dauphin par exemple? Parce que deux personnes ne se ressemblent pas, vous le savez. Non, mais parce que son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari, incarnait la continuité de Kabila et nous étions contre la continuité. Nous voulions une rupture totale. Malheureusement, nous ne l'avons pas obtenue parce que c'est une forme de continuité qui s'est installée et je pense qu'on va en parler. Vous avez eu tort, vous l'avouez. Non, on n'a pas eu tort. Nous avons réalisé notre rôle, nous avons joué le rôle qui était le nôtre, qui était celui d'empêcher que la continuité s'installe. Et ça, personne ne peut nous en vouloir. Alors, la faute, c'est à la société congolaise qui
peut-être a accepté que celui qui n'a jamais gagné soit le président. Vous le dites. Oui, je l'affirme, je le dis. C'est pas moi. Il y a des éléments assez forts qui sortent. Vous l'avez constaté quand que ce n'est pas... Dès le début. Dès le début. Parce que nous vous n'êtes pas monté au créneau. Je sais pas. On l'avait dit. En 2019, mois de janvier, vous avez dit... Oui, le 4 janvier 2019, Lucha a félicité Martin Fayulu, qui était le président élu. Les tweets existent. Et c'est base des faits réels, des données qui ont fuité de la CENI, des données de la CENCO qui avaient une mission d'observation. Donc ce ne sont pas des choses invraisemblables que je raconte, ce sont des faits qui le prouvent. Et quand vous parlez à ceux qui ont animé la CENI les 5 dernières années, ils peuvent vous les confirmer. Corneille Nangaa l'a confirmé. Oui. J'ai suivi une vidéo du conseiller spécial en matière de sécurité, Maître Mbouyi, qui a aussi dit qu'il y avait une négociation pour donner le pouvoir à celui qui est le président aujourd'hui. Alors, vous avez mobilisé les efforts pour faire partir Kabila. Finalement, on a obtenu cette alternance politique. Quand même, on peut dire qu'il y a eu alternance. Kabila est parti. Félix Tshisekedi a pris le pays 4 ans après aujourd'hui. Est-ce que, sur le plan personnel, bienvenue Matumo est fier de cette alternance? Je suis fier d'une chose, c'est le fait que les Congolais ont montré à Kabila que c'était possible de l'empêcher. Et nous l'avons empêché. Mais ma déception, c'est de savoir que le pays n'est pas mieux gouverné aujourd'hui. Et nous avons titré dans un document qu'on appelle Fachimétrie, 4 ans sous Tshisekedi, la RDC s'enfonce. Ça, on l'a dit, avec des éléments probants, avec des témoignages forts, des indicateurs qui sont au rouge. À Goma, ce n'est pas les lieux où il faut parler du bilan parce qu'il suffit de sortir de la ville pour voir des milliers de personnes qui sont dans le cadre déplacé. Il suffit d'aller au site Kivu pour voir comment est-ce que les gens ont été enterrés indignement dans les inondations de Calais. Il suffit de voir la misère qu'il y a sur la ville de Goma même. Il suffit de voir comment les gens souffrent pour dire que finalement, le bilan n'est pas positif. Donc si on regarde l'ensemble, tout ce que Félix Tshisekedi a fait pendant ces 4 ans. Hein? Il y a des choses qu'il a essayé d'accomplir. Si on regarde bien, c'est-à-dire on fait une analyse de fond. On peut finir par conclure que c'est 0 sur 10. Je ne dirais pas 0, peut-être ça peut être des demi sur 10. Dans quel secteur par exemple? Il y a la politique de la gratuité qu'il a essayé de lasser, mais qui connaît des dysfonctionnements assez majeurs, parce qu'on a mis en place la quantité et pas la qualité. Et la preuve, moi j'ai peur que d'ici 10 années qui suivent, nos enfants ont des diplômes mais ne soient pas intelligents. Parce que les conditions dans lesquelles ils étudient ne sont pas meilleures. Donc, si vous parlez de ces mandats de Fachi, la seule chose que vous retenez un tout petit peu positif de son côté, c'est la matérialisation de cette gratuité. Il a essayé, il a montré sa volonté dans ce secteur-là. Il a mis de la volonté, il a mis de l'action, du moyen pour le faire. Mais ce n'était pas une politique globale parce que cette politique a laissé de côté un élément important qui est la qualité et les effectifs scolaires. Et parlant de cette agression rwandaise dont notre nation est victime aujourd'hui, Félix Tshisekedi a mené des démarches à plusieurs niveaux, notamment à l'international pour voir, en fait il a dénoncé qu'on saurait aujourd'hui. Certaines personnes disent que l'image de la RDC à l'international a été redorée. Vous partagez cet avis? Il faut que les gens fassent attention. D'abord, quand il prend le pouvoir en 2019, le Congo n'était pas agressé. Il a tout de suite voulu faire du président rwandais son ami personnel, à la place de mettre en place une politique des affaires étrangères de la RDC qui devait discuter avec la politique étrangère rwandaise. Mais on a vu des volontés fortes pour créer des amitiés personnelles et on a vu quelques années plus tard que ça n'a pas marché et les choix de notre président ont conduit à ce que le Rwanda nous agresse aujourd'hui. Le fait qu'on a... Donc vous pensez que c'est le choix de Félix Tshisekedi qui ont fait de sorte que... Oui, mais parce que quand on accepte de faire venir les Ougandais avec l'opération Souja en RDC pour venir traquer les ADF, sachant que les Ougandais ont des intérêts économiques derrière cette opération-là. La preuve, ils sont en train de construire des routes derrière pour pousser cette partie de notre pays économiquement vers l'Ouganda. Et le Rwanda n'a pas supporté parce que le Rwanda avait déjà un conflit avec l'Ouganda. Donc l'Ouganda voyait dans ces choix de la RDC une forme d'humiliation. C'est pourquoi j'imagine, et ça ce sont les rapports qui le disent, le Rwanda a décidé de lancer l'M23, qui n'existait plus. Donc, l'M23 est venu. Vous pensez que la résurgence, ça c'est quand même fort, il faut qu'on se le dise. Vous pensez que la résurgence du M23, c'était une manière pour le Rwanda
de détourner un tout petit peu, parce qu'à un moment, en tout cas, l'attention de la RDC était beaucoup plus fixée à Béni avec l'opération Shuja de l'autre côté avec l'Ouganda. C'était une manière de Rwanda de faire le contrepoids. Oui, c'était faire le contrepoids parce que les Rwandais ne veulent toujours pas perdre l'influence sur l'Est du Congo. Ce sont des rapports qui le disent. Et je suis géographe et c'est de quoi je parle. Alors, mais si on doit revenir sur le bilan sécuritaire de Tshisekedi, il a instauré l'état de siège depuis le 6 mai 2021. Mais ce qu'on a su aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'état de siège a échoué. Parce que l'état de siège avait une mission. À un moment, vous aussi, apparemment, vous parlez de trop. Quand vous dites que l'état de siège a échoué, dans une seule phrase, on ne sait pas comprendre. Comment vous quantifiez, comment vous décrivez cet échec de l'état de siège? C'est-à-dire, il avait pour mission de faire quoi qu'il n'a pas fait aujourd'hui et qu'on sort? L'état de siège avait pour mission de ramener la paix au Nord Kivu et à Ituri. Mais la paix n'est jamais venue. C'est un processus. Mais non. L'état de siège, c'est dans un temps bien défini par la Constitution, 30 jours, plusieurs fois renouvelable. C'est-à-dire que lorsque vous décrétez l'état de siège, vous êtes sûr de vos moyens militaires pour venir amener la paix. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? D'ici le 13 juin, ça sera 1 an que Bunagana est occupé. Ce sont des milliers de Congolais qui vivent dans les cas déplacés à quelques kilomètres au nord de Goma. Ce sont des pans de territoires entiers qui sont occupés par les puissances étrangères. C'est aussi cette multiplicité des acteurs militaires dans la province du Nord Kivu avec la force d'AIC, la MONUSCO, je vis des instructeurs occidentaux, il me paraît, et on ne sait pas finalement qui fait quoi. Et puis il y a des jeunes combattants qui nous ont défendus, il me semble, qui sont aussi là. Donc la RDC aujourd'hui, cette partie du territoire a régressé en termes de sécurité parce qu'il y a plusieurs territoires qui ne sont pas contrôlés par l'État congolais. Et quand on regarde les propos du ministre des Affaires étrangères, on comprend qu'ils ont fait de mauvais choix sécuritaires. Ils ont mal apprécié les choses. Alors que, j'ai bonne mémoire, nous, Lucha, nous avions dit à l'époque, l'état de siège n'était pas la bonne solution. Ramener la force régionale n'était pas la bonne solution. Il faut construire l'armée. Il faut investir dans les services de sécurité pour nous protéger. Seuls les Congolais sont à même de nous protéger. Aucun État au monde n'a jamais été protégé par les forces étrangères. Et la preuve, nous sommes là. Le président s'est plaint de cette force régionale. Tout le monde s'est plaint. Mais dans tout ça, une partie de notre territoire est sous occupation étrangère. Et ça montre clairement que nous n'avons pas réussi à sortir d'un conflit qui a duré depuis 30 ans. Cette région est toujours marquée par des tensions et des conflits et des violences. Mais là, clairement, le président a pris une mesure forte qui est l'état de siège, mais qui n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que vous avez de contre, d'une manière concrète? Oui, parce que l'état de siège n'a pas réussi à ramener la paix. Et lorsque on donne les fonctions politiques aux acteurs militaires, ça signifie qu'on a déjà des moyens nécessaires pour jouer la mission qui est de ramener la paix. Mais ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate à Goma? Je l'ai vu hier, on a déjà un rond-point qui s'appelle Constant Lima. Je ne contre le gouverneur. Mais pour montrer l'état d'esprit qui est devenu de celui qui gouverne la province. Alors qu'il avait une mission de ramener la paix, mais il joue des rôles politiques, administratifs aujourd'hui. Et la preuve, on l'a donné même le nom des ronds-points. Ramener la paix. Aujourd'hui, l'agression persiste. Il y a certains territoires qui, jusqu'en ce moment où on se parle, c'est toujours sous-contrôlé par les éléments du M23 et consorts. On a essayé avec l'option diplomatique. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le fruit palpable. Vous l'avez dit ici. Il faudra que l'on fasse quoi? Exactement. Il faut construire l'armée. Est-ce que nous avons suffisamment du temps? L'agression est maintenant. Oui, mais depuis 1 an, on pouvait construire et former des jeunes. On a recruté des jeunes, mais je ne sais pas où ils sont en formation. Bon, peut-être. Mais quand je dis ça, construire l'armée, c'est que quand on arrive au pouvoir dans un pays qui est à pleine violence, on doit se doter le moyen pour investir dans l'armée. Depuis 2019, on devait le faire. Mais on ne l'a pas fait. On a choisi de faire de l'amitié avec des pays agresseurs, qui est le Rwanda aujourd'hui, l'Ouganda aussi. On n'a pas vu un budget important
consacré à l'armée. C'est l'année dernière qu'on a voté une loi sur la programmation militaire qui aurait 1 milliard de dollars. Bon, maintenant là, nous sommes en pleine guerre. Même si la guerre est à Goma, mais à Kinshasa, il n'y a pas la guerre. Parce qu'on regarde les jets, les comportements, les actions, les attitudes de ceux qui nous gouvernent, moi je vais de Kinshasa, on a l'impression que le Congo n'est pas agressé. Le Congo est agressé peut-être. Ici, vous le sentez parce que vous vivez au quotidien ces problèmes, sa violence, vous voyez. Le Congo est. Ah, je suis sûr que même à Kinshasa, on partage également cette peine. Hein? Mais non, ce n'est pas les sentiments que les autorités donnent. Ce n'est pas l'impression que les autorités donnent. Ils sont tout le temps comme si tout va bien. Et quand on regarde le comportement du président ukrainien, on s'est dit, nous avons quelque chose de paix anormal qui se passe chez nous. Les temps devraient s'arrêter, les gens devraient arrêter de boire, arrêter de s'occuper de leurs femmes, parce qu'à Goma, il y a la guerre. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a des gens qui sont censés nous gouverner, qui sont payés, d'ailleurs gracieusement. 21 000 au Parlement, autant de millions à la présidence, au gouvernement. Ces gens-là ont l'obligation, de par la Constitution, de nous ramener la paix. Ils ne doivent pas vivre leur vie quotidienne comme si le Congo était à paix. Moi, je voudrais voir un jour le président de la République arborer un treillis militaire pour montrer l'état d'esprit. Il n'est pas militaire. Ah, il est le chef des armées. Il paye. La Constitution lui donne la capacité d'arborer un treillis militaire sur les souhaits. Mais on ne l'a pas vu. On a fait des tournées, ce que moi j'appelle les tournées présidentielles dans le monde, qui n'ont rien abouti, qui n'ont rien apporté. Non, mais aujourd'hui, on parle du Congo dans des parlements européens. C'est parce que ce sont les Congolais, comme toi, comme moi, qui se mobilisent. Les Rwandais qui l'ont porté, ce sont des jeunes. Vous pensez que ce ne sont pas le fruit de voyage de Félix Tshisekedi? Non, si c'était le fruit, on allait voir des sanctions être infligées au Rwanda. Est-ce que vous savez que le Congo-Brazza n'a jamais condamné le Rwanda? Oui. Je dis bien le Congo-Brazza, le pays avec lequel nous partageons le même nom, n'a jamais condamné le Rwanda. Le Kenya n'a jamais condamné le Rwanda. Le Burundi n'a jamais condamné le Rwanda. Ceux qui essaient de condamner, ce sont les puissances étrangères qui veulent juste nous distraire. La France, la Belgique, l'Union européenne, les États-Unis, les conseils de sécurité. Encore, ils condamnent dans les termes les plus faibles possibles. Mais pourquoi on n'applique pas les sanctions? Alors que quand il s'agit de l'Ukraine, il y a de fortes sanctions économiques qui tombent et qui bougent l'économie russe. Vous pensez que, parce que s'il faut se baser sur ce que je vous disais, on peut parler d'une diplomatie terre à terre de la part de la RDC. Notre diplomatie n'est pas efficace. C'est ça aussi, il faut avoir le courage de dire les choses. Moi j'ai l'avantage d'être à la fois militant et scientifique. Notre diplomatie n'est pas efficace. Elle a montré ses limites. Et quand on regarde les sorties médiatiques de notre ministre des Affaires étrangères, on comprend qu'il y a des tâtonnements. D'abord, on disait que l'M23 va se retirer pour que les FARDC réoccupent les espaces quittés. Mais là, le ministre ne sait pas si ces espaces sont contrôlés par qui. Il se plaint que l'État congolais ne sait pas exercer sa souveraineté sur ces espaces-là. Alors que nous le disons, vous amenez la force régionale et viens exercer les zones tampons. Parce que je ne vois pas, moi, les forces kenyanes, ougandaises se battre contre les M23. Parce que déjà, ils ont dit qu'ils n'ont pas une mission en France. Alors que nous, à Kinshasa, nous disions que la force vient se battre, vient éradiquer. Le président a même dit au Conseil de sécurité. Au début, c'était cela, le discours. Le président a dit au Conseil de sécurité que les forces de la force régionale vont entrer par Bunagana et le M23 va subir son sort. Exactement. Mais on a vu, ils sont venus en avion ici à l'aéroport de Goma et le M23 est tranquille. Ils cohabitent dans les espaces. Ils s'échangent de tenues. Ils parlent déjà la même langue, il me paraît. Et l'État congolais où dans tout ça? Nos militaires sont où? Donc on a échoué de nous ramener la paix. C'est pourquoi je dis les pays n'étaient pas agressés en 2019 quand Félix les prend. C'est entre autres ces choix sécuritaires au niveau régional et diplomatique qui poussent ce que nous soyons agressés. Et aujourd'hui, nous sommes incapables de nous défendre. Nous recourons aux forces étrangères. Maintenant, là, on va ramener la force d'Assadek. Bon. Que pensez-vous de cette surmilitarisation? Ça devient un tout petit peu inquiétant. Il y a une surmilitarisation considérable. Ici, dans la partie de la RDC, est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que nous avons intérêt à craindre? Oui, il y a à craindre. Parce que tous ces militaires qui viennent, ils viennent parce que leur pays aura des intérêts ici ou ont des intérêts ici. Les Kenyans ne viennent pas parce que les Kenyans nous aiment. Les militaires kenyans sont ici parce qu'ils savent que le Congo, c'est un pays dans lequel le Kenya a des intérêts économiques immenses. Les banques, BCDC, j'ai appris que Tembe,
Et Kiti. Et Kiti. Donc, voyez-vous comment il y a des intérêts. Le Rwanda a toujours voulu que cette zone soit sa zone d'influence. Parce que maintenant, il y a une porosité linguistique entre une partie de notre population et la population rwandaise. Oui. L'Ouganda a toujours voulu contrôler cette zone du Grand Nord à Inituri. La preuve, c'est que dans l'opération Shuja, l'Ouganda vient avec des engins pour fabriquer les routes. Bon, toi, tu as fait la guerre, tu viens avec des engins pour fabriquer la route. Ça montre l'esprit de ces pays à vouloir nous affaiblir. J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps où on disait le Congo, c'est un géant. Et s'il se relève, il va ramener toute l'Afrique avec elle. Mais les acteurs régionaux ont toujours voulu que le Congo soit par terre et que les voisins continuent à le piller et à le déstabiliser. Et nous sommes là. Et tant que nous, les Congolais, n'allons pas comprendre cette géopolitique régionale et mondiale et notre rôle, ou le fait qu'on nous présente comme un enjeu et pas un acteur, nous n'allons pas nous en sortir. On peut amener la SADC ici, on peut amener les forces de l'Union européenne, on peut amener, je sais pas moi, les forces russes ici, on peut amener toutes les forces du monde. Si l'armée congolaise n'est pas reconstruite, n'est pas réformée, si l'État congolais ne prend pas à priorité cette question avec des experts qui connaissent la région et qui comprennent, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons faire encore 20 ans dans le tâtonnement comme c'est le cas aujourd'hui. Et malheureusement, ce sont nos populations de Rutshuru qui sont toujours victimes, des Massis qui ne vont pas aller à l'école, des Niragongo qui vont vivre sous l'occupation. Et nous, à Goma, on va se contenter d'une paix latente. Toi, on ne sait pas si on est à guerre, si on est en paix. On est entre guerres, à Goma ici, entre guerres, on ne sait pas. Alors, pour peut-être fermer ces chapitres, vous l'avez dit sur ces plateaux que cet état de siège a démontré ses limites. L'agression persiste, on tâtonne. Ce sont vos mots, vous l'avez dit. Oui, on tâtonne. Et par rapport à cette mesure exceptionnelle du chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'elle en fasse quoi? Il faut lever l'état de siège. Qu'elle en remette de civils? Il faut qu'on remette les civils. Mais ils étaient avant, il y avait... Oui, mais ce n'était pas dans la même proportion. Vous pensez que la situation... En fait, on a rétrogradé en termes sécuritaires depuis la venue de l'état de siège? Oui, je dis, si vous regardez en termes de chiffres de personnes qui sont tuées avant et après, il n'y a pas match. La différence, elle est énorme après. Le nombre de personnes tuées après l'installation de l'état de siège est très élevé que le nombre de personnes tuées avant l'établissement de l'état de siège. Ce sont les chiffres de KST qui est basé ici à Goma. Qui vous Security Tracker, c'est un organisme qui est basé ici à Goma, qui fait ce travail de documentation. Donc ce ne sont pas mes chiffres. Deuxième élément, les militaires sont aujourd'hui impliqués dans la gestion de la province, dans la politique de la province, alors qu'ils devaient se concentrer à faire la guerre, à nous protéger, à protéger nos territoires, nos frontières. Non, c'est un gouverneur, bien qu'il soit gouverneur militaire, mais il a le pouvoir administratif. Oui, mais ce que j'ai dit, non. On a donné la chance pendant 2 ans de faire l'administration et fait la guerre. Il a échoué. Il faut qu'on accepte avec courage, comme nous le disons depuis très longtemps, de lever l'état de siège, de faire une table ronde avec tout le monde, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous devons faire exactement pour amener la paix? Et qu'on pose avec les Congolais qui savent, et pas les frappeurs qu'on va chercher je ne sais pas où, pour les donner des missions, pour concevoir la construction de la paix. Il y a des gens qui ont étudié cette question, des Congolais que moi je connais, qui peuvent être utiles. Il faut qu'on questionne les scientifiques. Mais à chaque fois qu'on veut en parler, on ramasse les gens, je ne sais pas où, on les amène à Nairobi, il faut des mois là-bas, et puis ils reviennent sa solution. À un moment donné, il faut qu'on s'arrête. On dit, bon, les gars, nous avons échoué. Il faut qu'on trouve des solutions à ce problème. Que disent les scientifiques? Et on a des professeurs à l'INGOM ici, à l'ILPGL, je ne sais pas d'autres institutions ici, à Kinshasa, hier, à Lumbashi, partout dans le monde. Expliquez-nous comment on peut s'en sortir. À ce moment-là, et l'État y met des moyens, et l'État construit l'armée, l'État réforme nos services de sécurité, et l'État se montre un État sérieux, un État stratège pour ramener la paix. Alors, nous sommes en train de pointer tout droit vers les élections. Vous avez pris part le 25 mai à la marche populaire de l'opposition à Kinshasa. C'était même parmi les gens qui ont été interpellés, consorts. Pensez-vous que ça fait partie des manœuvres dont dispose le pouvoir en place pour s'imposer? Est-ce que c'est un musulman de l'opposition? Est-ce que Tshisekedi tente de faire un coup de force comme à l'époque de Kabila? Bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement? En ce moment, nous sommes en train de parler. On a perquisitionné la résidence de
Salomon Escadela à Lubumbashi, il y a des personnes qu'on arrête du jour au lendemain et qu'on sort. Que pensez-vous de toutes ces manœuvres de la part du pouvoir en place actuellement, alors que nous sommes en train de se pointer vers les élections? Alors, moi je l'ai dit, ça peur. Nous sommes tombés dans une dictature. Tshisekedi d'aujourd'hui incarne les méthodes kabiliennes que nous avons dénoncées hier avec lui devant, pour dire non à la répression, non au musulmans, non aux arrestations arbitraires et non à la restriction de l'espace civique et politique. Aujourd'hui, toute personne qui monte au créneau pour dire le fichier électoral est mal organisé, la CENI n'est pas indépendante, il faut des élections dans les délais, mais les bonnes élections et pas des élections chaotiques dans lesquelles on va frauder et tricher. Toutes ces personnes-là qui montent au créneau sont arrêtées. Moi, j'ai été dans la marche du 20 mai à Kinshasa. Le 20, oui, voilà. On nous a refusé de nous rassembler, alors que la Constitution nous donne le droit de nous rassembler. Nous avons été surpris de la force qui a été déployée sur le terrain pour venir réprimer les manifestants non violents. Alors qu'on avait besoin de cette force. Non, la manifestation n'était pas non violente. C'était pas non violente. Nous étions non violents. Non, non, c'est pas vrai. Il y a Nous des étions non images. violents. Il y a des images. On a vu Martin Fayou demander à la population de lancer des pierres. Oui, mais Mais comment vous parlez de la non-violence alors la qu'il y a eu- non-violence, c'est que les gens viennent, ils arrivent, ils veulent juste manifester, mais vous commencez à les réprimer. Vous commencez à les jeter des bombes lacrymogènes. Et vous n'allez pas être rigoureux à un jeune qui veut juste répliquer. Moi, je suis formé à la non-violence, mais tout le monde n'est pas formé à la non-violence. Donc ça peut arriver que dans une manifestation, les jeunes prennent des pierres pour répliquer à la provocation de la police qui les jette des bombes lacrymogènes. Je ne justifie rien. Mais moi, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dictature et c'est inacceptable. Nous, Lucha, nous avons fait un communiqué pour dire nous dénonçons le forcing électoral et la restriction de l'espace civique et politique dans notre pays. Parce que si ça continue comme ça, on va aller dans une élection qui va aboutir à la victoire écrasante de quelqu'un. Alors que le bilan, c'est le premier adversaire de cette personne-là qui nous gouverne. On ne sait pas comment est-ce que l'IDPS, qui est un parti socialiste, avec laquelle attaquer l'IDPS, attaquer le mouvement citoyen, nous avons milité. C'est cette IDPS-là qui déploie la répression. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Et nous allons continuer à nous mobiliser, à s'organiser. Moi, je participe à toutes les manifestations de l'opposition parce que je partage entièrement les revendications. Lucha se mobilise, s'organise pour commencer à mener des actions d'une grande capacité sur ces questions électorales parce qu'il va de l'avenir de notre pays. Si les élections de décembre prochain sont mal organisées, ce pays court un risque immense. Et ce risque peut aller jusqu'à la balkanisation. Parce qu'il n'y a personne qui va accepter les faux résultats. Il n'y a personne qui va accepter qu'on le vole son électorat. Personne. Peut-être pour finir, le méthode tshisekidiste actuelle ne vous fasse pas peur. Cette façon de faire, parce qu'apparemment c'est... Il y a des gens qui parlent de méthode plus que même ce que Kabila a utilisé et consort. Vous n'avez pas peur de laisser votre peau? Non, mais je n'ai pas peur. Mobutu a déployé la dictature dans ce pays. Kabila l'a repris. C'est pas la dictature de Félix. Ils disent que vous êtes manipulé. Vous mangez l'argent de gauche à droite. Mais non, il y a des gens qui vous instrumentalisent et vous venez par haine. Comment ça vous fait? Vous êtes réputé parmi les personnes les plus haineuses de la République. C'est pas grave. Moi, j'ai une conviction qui me guide. C'est de ne pas soutenir un pouvoir qui a été mal élu d'abord. Deuxième chose, c'est ne pas accepter les injustices et les inégalités. Je combats toujours les injustices. Peu importe la personne qui déploie l'injustice, je la combattrai. Parce que c'est ça même le fondement idéologique de Lucha. C'est lutter pour la justice sociale et la dignité humaine. Du moment où quelqu'un, gouvernant, militaire soit-il, se met un acteur qui vient détruire la justice sociale, qui vient détruire la dignité humaine, je le combattrai. C'est pas par haine. Moi, je connais très bien Félix, le président actuel. Je le connais. J'imagine qu'il n'a pas oublié mon visage parce qu'on a fait des réunions avec lui plusieurs fois pour organiser la mobilisation. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec l'individu. Ce sont les institutions qui posent problème. Il faut les questionner. Bienvenue, Matoumou. C'est fait un très grand plaisir pour nous et l'honneur de vous recevoir sur ce plateau.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Peut-être votre dernier mot. Que continuer à se mobiliser. Ce pays nous appartient tous et personne ne pourra jamais confisquer notre avenir. Personne ne pourra jamais confisquer notre avenir. Madame, Messieurs, c'est fait un grand plaisir de nous faire recevoir chez vous. On est avec Bienvenue Matumo, figure emblématique de la lucha. Voilà, il ne jure que par le progrès, par l'émergence de ce pays, peu importe ce qui arrivera, je pense que c'est ce qui devrait animer tout Congolais qui a les bons sens et les sens normaux. Les élections s'approchent, le peuple va sanctionner dans les urnes, le peuple devra se décider, le peuple devra, pour peut-être une première fois, élire les dirigeants qu'il mérite. Merci beaucoup à vous. Merci également à Blaise Lissandel qui était derrière la caméra, qui nous a réalisé. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à toute la grande équipe de production de MTTZ Télévision. Quant à moi, je prends congé de vous. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.